Voilà, on continue nos rencontres sur le plateau du Café littéraire avec un plateau que j'ai intitulé Étonnant voyageur, dites qu'avez-vous vu? Et là, je me tourne vers Pascal, à qui ça doit rappeler quelque chose, puisque Pascal Diby est avec nous depuis le début du festival Étonnant voyageur, c'est-à-dire depuis 1990. Je veux dire le siècle dernier. Ouais. Oui. On peut applaudir sa longévité. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Voilà. Et Étonnant voyageur, dites qu'avez-vous vu cet extrait du poème de Baudelaire sur le voyage. Bien sûr. Voilà, qui nous a inspiré pour prendre le nom Étonnant voyageur pour Baudelaire ce festival. qui nous a quittés malheureusement. Oui, on l'a invité, il était absent. Alors, sur ce plateau, nous avons avec nous Anthony Sadine, qui va être interprété par Guillaume Audin, qui a écrit un très gros livre sur les nomades, paru chez Noir sur Blanc. Grégoire Domnac, qui a écrit Refuge en crépuscule chez Christian Bourgois. Et puis, donc, Pascal Diby, qui va nous parler d'un livre qui s'intitule California Dream, paru chez Métellier. Et voilà. Et je pense que c'est Pascal qui va commencer. Ce Pascal-là ou ce Pascal-là? Non, ce Pascal Jourdana. Et je vais commencer avec Grégoire. Bonjour Grégoire. Alors, vous êtes né à Chamonix. Vous avez vécu, c'est ça? Oui. Chamonix. Chamonix, on dit Chamonix. Pardon. Vous avez vécu au Canada, vous êtes navigateur, vous avez vogué surtout sur les fleuves. Les rivières, tout à fait. Plutôt que sur les mers. Mais au Canada, en Asie centrale, en Europe de l'Est, des destinations assez lointaines, mais vous êtes revenu naviguer en France, sur les canaux, les rivières. Oui, je navigue beaucoup moins, mais oui, je navigue surtout dans le train là, avec la SNCF. Ah oui. Et vous avez commencé à écrire en 2013, en tout cas publié en 2013, avec un livre paru à l'Harmattan, Nébuleuse des écorchés. Vous avez été très repéré avec votre deuxième livre qui s'appelle Entre la source et l'estuaire, très beau titre, aux Dilettantes, en 2021, qui a reçu le prix Marcel Aimé, qui est un auteur que j'adore. Et le prix est toujours, pour moi, c'est toujours un bon indice. Il nous a quittés aussi, Marcel Aimé. Il nous a quittés aussi, Marcel Aimé, sur sa jument. Tout le monde s'en va. Et puis, il y a cette année, Refuge en crépuscule chez Christian Bourgois, qui vient de sortir, 2024, hein, c'est tout frais. Et on va parler de ce livre, enfin vous allez en parler, qui suit l'histoire de Gaspard Rodernès, qui est un jeune photographe. Alors c'est un roman, hein, je le dis, parce que c'est pas évident, parce que ça ressemble à un récit de voyage, en fait, c'est pour ça. Donc un jeune photographe français qui rencontre à l'aéroport d'Istanbul quelqu'un qui lui révèle qu'il est en cancer, qui lui souhaite, et qui demande à ce qu'il puisse réaliser un livre avec lui de photos. Et ça commence comme ça. Alors là, on va le suivre. Mais avant de suivre cet itinéraire, je voudrais vous poser cette question de savoir comment on démarre un voyage, en fait. Comment cette histoire, puisque vous voyagez moins sur les fleuves, est-ce que justement vous êtes parti loin avec l'imaginaire et avec comme ça une proposition un peu insolite, un peu étrange, pour vous amener vous-même à voyager? Alors oui, non seulement je suis parti en Asie centrale, mais j'y suis resté pendant près de 4 ans. Je travaillais là-bas en qualité de journaliste. J'étais rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Novastan. Et donc ça m'a donné l'opportunité d'arpenter ces pays-là, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Donc des pays dont on entend assez peu parler. Tous ces pays en ce temps, enfin on entend parler quand il y a un attentat, ou, voilà, mais sinon l'idée était effectivement, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Et donc je ne sais pas vraiment comment on démarre un voyage. Par contre, je sais comment on le poursuit, et je pense que le premier moteur, c'est la curiosité, c'est la volonté de comprendre des cultures qui sont très très différentes de la nôtre, avec une histoire aussi radicalement différente, et des territoires qui sont au croisement d'enjeux compliqués, avec
des questions ethniques, religieuses aussi multiples. Donc en fait, je voulais vraiment comprendre quelque chose qui m'apparaissait compliqué et qui pourtant ne l'est pas tellement in fine. Mais cette idée du voyage et de passer aussi par le roman pour pouvoir raconter cette réalité-là me semblait assez pertinente. À vous arrêter sur un territoire un peu précis quand même, qui est le Kyrgyzstan, qu'on connaît mal aussi. Parmi tous ces pays en ce temps, il y en a qu'on connaît peut-être un peu plus que d'autres, mais celui-là particulièrement. Alors là aussi, est-ce que pour vous, c'est un endroit où vous êtes resté plus longtemps, ou alors qui vous intriguait plus, que vous connaissiez finalement assez mal, et du coup vous avez décidé de l'explorer aussi par la fiction? Ah oui, c'est un pays qu'on connaît vraiment très mal, de telle sorte que quand le livre est sorti, je me souviens qu'une dame m'avait demandé si c'était un pays imaginaire ou fictif, et donc j'avais dû répondre que ça existait vraiment. J'avais regardé sur son téléphone pour être sûr que je racontais pas d'histoire. Donc c'est un pays enclavé, c'est un pays de 5 millions d'habitants, c'est un pays très montagneux, qui est situé dans le massif des Tian Shan, des Monts Célestes, mais aussi avec des territoires de steppe. Donc des paysages très contrastés, très sauvages, très âpres aussi. Et c'est un pays où la dimension sauvage est restée vraiment très forte, très vive. Il y a une urbanisation un peu voilà, à l'état de confetti, puisque c'était un pays qui appartenait à l'URSS, qui était une ancienne république soviétique. Mais en revanche, les territoires ruraux voilà, reste très peu urbanisé, puisqu'une bonne partie des gens vivent encore soit entre les villages, soit dans les campements de yourtes l'été, de la transhumance jusqu'au retour dans les fonds de vallée. Donc ce sont aussi des cultures qui s'adaptent beaucoup à un environnement qui est difficile. Et c'est intéressant d'essayer de retranscrire ça dans un roman, puisque de parler juste d'un paysage comme d'un décor, ça a assez peu d'intérêt au final. Il faut aussi parler de ceux qui y vivent, de ceux qui l'habitent, de ceux qui s'y adaptent. Et donc c'était aussi l'enjeu de ce livre. Alors là, on parle du contexte, du voyage de ce pays. J'ai dit que c'était un jeune photographe qui est voilà, qui est jeune, mais qui a quand même l'ambition d'être un grand photographe, de faire sa grande photo. Il va y arriver, d'ailleurs. Elle sera dans le livre, plus ou moins, si on peut dire. J'ai parlé de ce personnage qu'il rencontre, qui lui commande un livre pour l'offrir à la femme qu'il aime, pour lui remontrer son pays et les endroits qu'il appréciait particulièrement dans son pays. Mais en réalité, il y a un autre personnage qui s'immisce là et qui prend une place très importante, c'est Barza, qui est un personnage énigmatique qui va petit à petit révéler aux photographes un peu les mystères du pays, mais surtout les mystères de sa propre histoire. Pourquoi ce personnage est arrivé? Est-ce qu'il était prévu? Ou est-ce que c'est l'aventure du roman aussi? D'abord parce qu'il a existé et que ah oui, alors en tant que romancier, on s'inspire nécessairement des rencontres qu'on fait. Et puis parce que donc, ce personnage qui est un fugitif, qui est en cavale depuis 14 ans, qui a été jugé par contumace en France, permettait aussi de donner un rythme, de donner un mouvement supplémentaire à ce roman. Et parce que j'ai toujours été fasciné déjà par l'exil, mais là je découvrais un exil qui était non seulement volontaire, mais sans retour possible. Moi j'avais le droit au chemin du retour, je pouvais rentrer en Europe, en France. Or lui c'était impossible. Et ça se ressentait dans sa psychologie, dans sa manière d'être. Il y avait voilà, une forme de dualité intérieure chez cet homme dont je voulais parler vraiment dans le roman, quoi. Les fugitifs sont toujours des amputés d'eux-mêmes, des amputés de leur propre passé. Et c'est quelque chose qui me questionnait, qui m'interrogeait, de savoir comment on peut vivre avec ça en se réinventant une autre vie, un autre nom, d'autres documents administratifs, en se réinventant complètement. Je trouvais que ça m'interrogeait beaucoup. Ouais. Ça n'empêche pas d'avoir un vrai amour dans sa vie, à ce personnage. Ça n'empêche pas de construire petit à petit avec Gaspard, le photographe, une vraie relation de confiance, alors qu'au départ, il est plutôt
plutôt méfiant, hein, plutôt antipathique. Ouais. Oui, et assez antipathique. Et il se passe quelque chose vraiment entre deux. Il y a une complicité, il y a une confiance qui s'établit petit à petit. Oui, ce sont deux personnages issus de deux générations différentes, avec un vécu aussi très différent, mais qui se rejoignent effectivement à la fois dans l'amour de la montagne, dans l'amour de la nature, et puis dans une curiosité réciproque qui va permettre aussi de dépasser, de franchir les écueils du départ. Et parce que cette relation, je l'ai aussi vécue avec cette personne. On se doute bien qu'un fugitif ne se livre pas comme ça en 5 minutes autour d'une bière. Donc il fallait arriver à appréhender la psychologie de cet homme-là et qui peu à peu se livra à moi parce qu'on voyageait ensemble. Et là, encore une fois, pouvoir parler de ça dans un roman, à la fois de caractéristiques physiques, psychologiques, mais de pouvoir aussi le rendre peut-être plus fin, de pouvoir le sculpter à travers un personnage de roman, ça m'aidait. Et c'est là où c'est intéressant, la dimension fictive aussi par rapport à la réalité. Au fond, qu'est-ce que vous avez, en écrivant le roman, qu'est-ce que vous avez le plus eu plaisir à retrouver? C'est-à-dire à la fois ce personnage, à nous le présenter, en quelque sorte, ou le paysage, les paysages, la culture d'un pays? C'est une bonne question et je dirais que c'est un peu des deux, un peu des trois, puisque j'ajouterais qu'il y a une dimension de... Quand on écrit sur un pays qui n'est pas le nôtre, mais qu'on aime beaucoup et dont on veut parler, dont on a cette soif-là il faut arriver à, je dirais, s'éloigner de soi le plus possible, dans la mesure où l'idée, c'est pas forcément de parler que de son voyage, de son ressenti, de sa vision, de son rapport au territoire, mais essayer de vouloir raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes dans un pays qui ont, pour certains, qui vivent dans un état très rudimentaire, dans des yourtes, sur des plateaux d'altitude à 3500 mètres. Et ça, pour moi, c'était important. Je ne sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas, c'était une nécessité de me dire, d'essayer de coller au plus proche du réel pour parler de leur vie, de telle sorte que, comme si eux me murmuraient un peu raconte mon histoire. Enfin, si tu as cette possibilité-là, raconte mon histoire. Et là-dessus, oui, j'ai pris du plaisir aussi dans les paysages, puisque ce sont des paysages tellement contrastés, tellement forts, avec des lumières, des reflets, des couleurs dont je voulais vraiment parler et que je voulais partager avec le lecteur. Parce qu'un livre sans lecteur, c'est un livre qui ne vit qu'à demi. Et je crois que tout ça, mêlé en soi, donne un roman qui, avant d'être un roman d'aventure ou un roman initiatique, est d'abord un roman hommage effectivement à ce territoire, à cette idée de la fuite et à ces personnages. Un tout petit peu de lecture, peut-être pour donner la relation entre ces personnages. Soudain, je lui ai confié que j'avais beaucoup appris en sa présence. Moi aussi, Dernès, j'ai appris grâce à vous. On est des poissons pilotes, vous savez. On est des rémoras. Je veux dire, tous les hommes sont des rémoras. On s'accroche à des individus qui nous transportent. Peu importe qu'ils soient vivants ou morts, on s'accroche à eux. Des rémoras? Oui, le rémora, vous savez, ce poisson qui se colle à des requins, à des raies ou à des tortues pour être transporté. Vous voyez de quoi je parle? Je vois, oui, à peu près. Incroyable ce poisson. J'en ai déjà vu en vrai. La tête du rémora possède une ventouse qui lui permet de se fixer sur la peau de ses hôtes. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un mauvais nageur, un très mauvais nageur. C'est le boiteux de l'océan, le rémora. Un vrai branquignol. Mais il a trouvé la parade avec sa tête ventouse. Et nous aussi, les humains, nous avons une tête ventouse. Je crois que c'est vrai, ça nous permet de nous raccrocher à des histoires et ça donne un équilibre dans la vie. Ouais. Et puis on a toujours quelqu'un à qui se coller finalement. Alors on enchaîne avec le livre de Pascal Diby, California Dream, Voyage chez les rêveurs d'avenir, paru chez Métellier. Comme je le disais tout à l'heure, Pascal est un des piliers du festival depuis ses débuts. Nous, on aime bien le qualifier d'ethnologue malicieux, ça lui va très très bien, je trouve. Il a été dans les premières années...
il en fait une tête. Il a été dans les premières années du festival le complice de Jacques Meunier, de Jacques Lacarrière et à eux trois, avec des encouragements de Michel Lebris et de toute notre équipe. Ils nous ont offert des moments inoubliables au festival. Ça me permet de vous dire que, juste une petite aparté, que nous sommes sans doute le seul festival en France à avoir des archives du café littéraire depuis l'année 91. Celle de l'année 90, malheureusement, la captation a été perdue, les cassettes ont été perdues. Mais depuis 91, vous pouvez revoir des plateaux qui ont eu lieu ici. Historique, oui, de toutes les années du Festival Étonnants Voyageurs sur le site d'Étonnants Voyageurs. Il est aussi l'auteur de nombreux livres, spécialiste de l'ethnologie de l'intime, comme Ethnologie de la chambre à coucher, Ethnologie de la porte, des passages et des seuils, Ethnologie du bureau, brève histoire, avec sous-titre Brève histoire d'une humanité assise. C'est toujours vrai, hein. C'est de plus en plus vrai, on va même dire. Le dernier paru, avant celui dont nous allons parler aujourd'hui. Je précise aussi que tu es président du prix Bouvier, Nicolas Bouvier, hein, notre cher Nicolas, qui est venu tous les ans jusqu'en 1998, qui est la date de son décès. Ce prix, cette année, a récompensé Panettaria, oui. Cette année, Calacciura Panettaria. Pantellaria. Pantellaria. Pantellaria, voilà. Et puis aussi le livre Pantellaria, la dernière île. Et puis le paru chez Noir sur Blanc en 2023. Et puis aussi le livre de François-Henri Désérable, L'usure du monde. L'année dernière. Qui a eu ce prix l'année dernière. Là, alors, voilà. Il nous emmène dans California Dream parce que, voilà, c'est un voyage géographique, un voyage dans le temps, puisque Pascal reprend ses vieux carnets de terrain qu'il a stockés dans une armoire en bois, je crois, et qui, dit-il dans une interview, se sont bonifiés avec les années, comme le vin dans sa cave. Et il raconte avec humour et érudition une de ses premières enquêtes au sein d'une communauté hippie californienne des années 80. J'aimerais juste pour commencer, parce que là je trouve ça trop délicieux, que tu dises juste ce tout petit paragraphe sur, a été obligé de mettre tes lunettes, oui. Le monde a changé. Le monde a changé, moi non. On vieillit souvent parce qu'on garde les mêmes idées dans un monde où elles ne sont plus autant appréciées. Je veux croire pourtant qu'on peut jusqu'à la fin avoir l'esprit neuf de sa jeunesse, à condition d'y croire. Logiquement, ce qui était neuf en 1980 aurait dû être vieux 42 ans plus tard. Or, c'est l'exact contraire. Ce que nous disions, vivions et constations est de plus en plus vrai dans notre actualité contemporaine de fin du monde. Reste à savoir pourquoi personne ne nous a cru plus tôt. Voilà, ben ça, effectivement, c'est la substantifique moelle du livre, c'est-à-dire à partir de ce voyage que je raconte, que j'exhume à partir de mes carnets. Alors là, c'est la relation de voyage qui est toujours intéressante et qui est la question du festival Étonnants Voyageurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va parler du voyage qu'on a fait hier. Eh bien, quelquefois, comme Nicolas Bouvier, on met plus de 15 ans ou 20 ans à lâcher finalement ce voyage qu'on a fait, parce qu'il a besoin de mûrir. C'est vraiment comme du fromage. S'il n'est pas affiné, il n'a pas de goût. Et d'une certaine façon, cette démarche-là, un peu culinaire, mais c'est ça la littérature. C'est quelque chose qui fait qu'on entre à un moment donné dans une espèce de réflexion qui est de l'ordre de l'alchimie, quelque chose qui est en train de se concrétiser, de se concentrer, de se mettre à exister. Et à un moment donné, comme un volcan, ça pousse et ça doit sortir. Et ça doit sortir, pourquoi maintenant? Pourquoi j'écris 42 ans plus tard un livre sur mon expérience involontaire, si je puis dire, chez les hippies à Big Sur, Californie? Pas parce que je veux ressembler à Edgar Morin, pas parce que je suis sur les traces d'écrivains comme Kerouac ou d'autres, mais simplement j'ai découvert en me mettant à écrire qu'ils étaient passés par là. Et dans le voyage, on est toujours le premier à passer. C'est un peu comme un nomade qui passe sa vie à vérifier qu'il était bien passé la dernière fois à cet endroit-là, mais qui n'en est certain que quand il s'aperçoit qu'il avait bien disparu. Alors cette question, la disparition, elle est intéressante parce que c'est justement comme ça qu'on marque un territoire. Et finalement, la disparition de cette aventure involontaire, je le redis, chez les hippies, fait que ça m'a obligé à revisiter même peut-être
je dirais, ma position par rapport aux sciences sociales. Il se trouve que j'ai été élevé dans une ethnologie beaucoup plus sauvage que domestique, d'une certaine façon, assez peu académique. C'est peut-être pour ça que vous m'appelez l'ethnologue malicieux. Mais ce n'est pas par malice que je l'ai fait, c'est simplement par, effectivement, je dirais, inclinaison involontaire vers un rapport au savoir qui est un rapport joyeux, qui est un rapport peut-être plus bachelardien, peut-être plus amusant, et aussi à partir de questions que posaient des grands savants que j'ai eu la joie de fréquenter. J'ai été ami avec le roi Gourand, qui disait une chose très importante pour moi, je crois qu'il m'a définitivement marqué, c'était qu'il fallait absolument que les chercheurs partagent leur savoir, partagent leur expérience et partagent leur découverte d'une certaine façon. Et j'ajouterais à le roi Gourand André-Georges Audricourt, un grand botaniste, ethnologue et linguiste, qui disait une autre chose qui m'a conduit dans mon travail par rapport justement à ce travail sur l'intimité que je continue à mener. Mon prochain livre est une ethnologie de la culotte. Je vous dis ça au cas où ça vous intéresse par la suite. Mais vous verrez combien c'est important, si je reprends effectivement les propositions d'Audricourt, c'est que n'importe quel objet, si vous l'étudiez correctement, toute la société vient avec. Et ben, je vous assure que chacune des choses, ça soit la porte où j'ai écrit 500 pages sur les façons de rentrer et de sortir, que ça soit nos nuits passées dans des oreillers mous ou des oreillers durs, que ça soit la question de la croyance ou, je dirais, la question du regard, parce que ce qui est posé, c'est la question du regard. Chez tout écrivain, quand je disais restituer, c'est restituer ce qu'on a vu, et c'est accepter de ne pas en croire nos yeux. Et ça, c'est la force de ton livre, c'est-à-dire que tu es rentré dans une histoire qui finalement fait que en Kirghizie, tu te mets à... Je ne sais pas, j'ai eu le sentiment d'un millefeuille, au bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui permettait de faire un plat absolument délicieux à partir de tranches de vie, de moments comme ça qui sont difficiles, parce que ça s'effrite un millefeuille, c'est dur à manger. Et en même temps, la vie en Kirghizie, elle est très difficile. En réalité, il a vécu des choses, il a vu des loups monter à cheval, monter à côté, fait du 4x4 jusqu'à expiration, etc. Et je trouve que ton livre a une odeur de fioul et en même temps de crottin de cheval, mais parce que justement, tu sais l'écrire. Il aurait pu être complètement plat. Donc c'est un peu ça la question. Je sais pas, vas-y. Un beau compliment qu'il fait là. Ouais, merci beaucoup. Ça parle pas beaucoup de culottes par contre, mais en revanche dans la dimension ethnologique, je pense que ce que tu dis est vrai, où l'écrivain en réalité, s'il se met dans une posture d'ethnologue, rate son roman. En revanche, c'est passé par les expériences multiples et par les personnages multiples qu'il croise au cours de son voyage, et peu importe, je dirais, la durée du voyage ou du séjour ou du vécu dans tel pays, mais c'est d'arriver à capturer certaines images qui donnent sens et qui permettent par effet de miroir de comprendre aussi l'ethnologie de toute une contrée, de tout un territoire. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus difficile à faire dans un livre, et d'arriver à le retranscrire même, mais d'arriver à conserver effectivement la quintessence de certaines images vécues, en se disant, ça là-dedans, il y a quelque chose qui déjà appartenait hier à ces territoires-là et leur appartiendra encore demain. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ethnologie narrative, c'est-à-dire la possibilité, effectivement, par le biais de l'écriture, par la connaissance de la littérature, de rentrer, justement, cette fameuse découverte sur d'autres sociétés, sur d'autres cultures, qui ont été souvent rapportées par rapport à un système colonial comme une connaissance en plus pour mieux exploiter l'autre. Et en réalité, il est temps de relire toute cette littérature, je dirais, factuelle, pour essayer d'en faire un roman. Et je me souviens, pendant très longtemps, dans le quartier de Saint-Sulpice, je rencontrais un bossu très étrange qui me disait constamment, il a peut-être dit 10 fois, ce type je ne le connaissais pas, mais il savait que j'étais ethnologue, il m'a dit, faites attention les ethnologues, c'est vous qui devez écrire les romans d'aujourd'hui. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à travers cette double vision du monde qui est à la fois horizontale, peut-être par un apprentissage assez universitaire du vivre avec l'autre, c'est-à-dire d'éviter le plus possible les malentendus, puisque la rencontre avec l'autre est un malentendu. Et au retour à la Sorbonne, et c'est ce que disait encore André Leroi-Gourand, il disait, après,
il y a cette recherche verticale, c'est-à-dire qu'on commence à se plonger dans une bibliothèque et extraordinairement, cette bibliothèque se met à éclairer votre regard qui ne savait pas qu'il avait vu des choses qui avaient déjà été découvertes mais pas expliquées. Et ça m'est beaucoup arrivé avec mes carnets, où j'ai vraiment, comme tout le monde, noté des trucs absolument sans importance. Et ce sont les choses les moins importantes qui ont été les plus importantes. Je vous donne comme décrire comment on plante du manioc chez les Indiens Yukuna. C'était vraiment une page qui m'a infiniment ennuyé à écrire. Et après, quand je suis rentré au Collège de France, j'ai été voir la bibliothèque et je me suis rendu compte que les systèmes horticoles de chez les Yukuna, effectivement, étaient liés à la question du mythe du manioc et qu'une des raisons pour laquelle j'aimais tant aller au chant, c'est qu'on chantait. Alors on chantait, on faisait du bruit, on claquait dans les mains, etc. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'on était en train de rentrer dans le mythe. Que si on faisait du bruit, c'était pour ne pas effaroucher les esprits qui étaient sortis dans la chakra et que pour ne pas les surprendre, parce que si jamais ils étaient surpris, ils allaient fuir sous terre en emportant les maniocs avec eux et qu'il fallait absolument qu'on se manifeste. Donc voilà qu'on se mettait à parler aux plantes et à les prévenir effectivement de notre action. Alors cette histoire-là, botanique, elle est intéressante parce que finalement la botanique, c'est quelque chose qui est tout proche de nous. Et je donne un exemple dans le bouquin. Quand je suis arrivé chez mes amis, bon, je dis hippies, ce n'était pas le terme, on était plutôt des bobos, je ne sais pas comment on doit exactement, ou des babas, on était plutôt des babas. Des babas, oui, plutôt, oui, pas des bobos. Il y avait un magnifique mantra formidable, Shiva Dance, on n'arrêtait pas de le chanter, ça dépendait des heures et de ce qu'on avait pris, mais c'était vraiment un moment qui nous balançait, si je puis dire. Et là, j'arrive et je découvre que mes hôtes sont couverts de pustules. Je me dis, c'est pas mal, mais s'il y a d'autres décorations possibles. Et c'est là où me revient justement mon expérience avec mon ami botaniste, André-Georges Audricourt, qui fréquemment m'emmenait au Jardin des Plantes, après des séminaires, me montrait là où il y avait le poivrier gris. Juste en bas, il y avait un petit buisson qui s'appelle le poison oak, c'est-à-dire le chêne empoisonné. Et il se trouve que la région, effectivement, de Bixer, même les villages avaient le nom de village empoisonné, parce que les Indiens se mettaient de l'urticaire partout. Et la question que posait Audricourt était formidable, c'était comment se fait-il que les Indiens californiens qui vivent tout nus mettent des guêtres ou mettent des bandes? C'est pas par érotisme, apparemment. Et en réalité, c'est parce qu'il y avait les poison oak qui étaient présents. Et donc, on a commencé à découper nos jeans, à faire des guêtres, et les pustules sont passées, et le bonheur est revenu. Alors, c'est vrai que les ethnologues se mettent en danger. Alors, replaçons-nous donc 40 ans avant. Tu vas arriver, tu vas découvrir, tu vas faire connaissance de gens qui vont devenir tes amis. Là, à l'endroit où je suis, dans ton livre, page 31, tu arrives dans le quartier remuant de Santa Cruz, où tu as emmené des amis. Et là, on est quand même très loin, comme tu dis, des Peace and Love, puisque c'est dans un lieu où il y a la musique du démon. Hein, tu parles de la musique du démon, qui faisait alors fureur dans le comté de Monterey, et qui avait aussi ses fans dans cette Californie-là. Et c'était donc cette autre face, un peu perdue au milieu des décibels. Tu cherches ton ami Alan. De sa haute stature, il me fit signe de l'autre côté de la place, m'invitant à venir le rejoindre. Je traversais la petite bande de diables effrénés, faisant comme eux. C'est là que je ne peux pas m'empêcher de rire parce que je le vois. Je traversais la petite bande de diables effrénés, faisant comme eux, me cassant le corps et agitant la tête pour faire tournoyer ma chevelure. Et il ajoute, c'est en mode hélicoptère. Mais non, je ne me moque pas. C'est en mode hélicoptère que j'ai rejoigni en glissant. En tout cas, ça l'a fait marrer. Je crois que c'est la fin d'une grande amitié, là. Mais c'est tellement drôle, cette image, tu l'imagines. Oui, parce qu'il y a plein de choses drôles dans la vie, c'est vrai d'ailleurs. Et l'ethnologue est là pour les regarder. Il y a une des grandes inventions californiennes, c'est le matelas à eau. Et donc, il a été inventé en 1967. Moi, je suis arrivé, il était déjà presque domestiqué, mais on ne savait pas encore s'en servir.
Et un soir, donc, parce qu'un garçon avait été parti de la communauté, j'ai la chance, on m'offre de dormir dans un matelas à eau. Ça a été une des nuits les plus atroces que j'ai pu passer, une tempête absolue, où j'ai passé ma vie à être exclu du matelas par des ressacs et par des vagues absolument étonnantes. Et en plus, on m'avait dit qu'il y avait des cougars dans la montagne, les fameux lions des montagnes. Donc non seulement j'ai mal dormi, mais en plus j'ai eu peur. Et à un moment donné, vers je sais pas, peut-être 4h, 5h du matin, je sens une haleine et une langue qui commence à me lécher. Il me dit, c'est le lion qui vient de bouffer. Et en fait, c'était le chien du coin qui s'appelait Harpe, qui passait me voir. Et donc on a des frayeurs, mais c'est des frayeurs qui sont drôles après, mais dont on n'est pas certain qu'elles soient si drôles quand on les vit. Et en même temps, j'ai été guéri du matelas à eau, bêtement, parce que je crois que c'est toujours agréable, mais il vaut mieux être seul que deux, parce qu'il y a des risques absolus de finir dans une tempête. Mais il y a comme ça des moments extrêmement drôles. On va revenir peut-être tout à l'heure sur des choses un petit peu plus sérieuses. Mais par exemple, je pense au voyage à Esalen. C'est incroyable. C'est un institut, alors il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Esalen, c'est un endroit qui a été fondé par Bateson, par d'autres, effectivement, pour réfléchir justement sur l'écologie et notamment le rapport à l'univers et savoir s'il n'y avait pas un rapport au monde qui pouvait s'inventer. Avec aussi l'arrivée, ça a été très important, le Vietnam a fait rentrer la pensée asiatique et notamment la pensée zen et taoïste dans le fonctionnement effectivement de la lecture du monde, si je puis dire. Et donc, quand on arrive à Esalen Institute, la première chose qu'on vous donne, c'est un pyramidon en cuivre que vous devez vous mettre sur la tête pour pouvoir capter l'énergie et vous passez toute la journée avec un pyramidon branché sur la cosmologie. Et alors, on se dit bonjour de l'antenne, et c'est très drôle. Et en fait, tout le monde prend au sérieux le truc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on dit qu'on est rebranché sur l'univers, on en est certain. Et j'ai même eu le droit à un abonnement gratuit parce que j'avais porté comment ça s'appelle, ma pyramide, voilà, toute la journée. Non, il n'est pas venu avec. Non, c'est dommage, on aurait dû lui demander. Non, je ne la prends plus parce qu'elle s'est désaffûtée. Voilà. Non, mais alors il y a des expériences absolument incroyables là aussi. Et puis quand même, plus sérieusement, tu dis aussi que, parce que tu étais déjà à l'époque quand même, avant même de partir là-bas, tu étais déjà très à l'écoute de ce qui se passait, ce monde de la nature, oui, on était en train de l'écologie, bien sûr. Tu étais déjà engagé là-dedans. En fait, je suis parti sur un prétexte qui était réel en même temps, c'est que je devais écrire un livre sur l'écologie humaine. Je ne savais pas ce que c'était, mais je me dis que je vais bien trouver un moyen de le faire. Et on m'avait indiqué qu'à Berkeley, c'était bien. Ils avaient déjà réfléchi un peu à la question. Et un éditeur suisse m'avait donné un peu d'argent, donc j'ai pu partir avec un petit pécule. Et j'ai commencé à travailler à Berkeley, où j'allais régulièrement, etc. Mais finalement, le voyage m'a embarqué. Je suis très content de jamais avoir écrit mon écologie humaine. Et en même temps, j'ai vécu cette écologie humaine, puisque la question écologique était constamment posée dans notre rapport au monde. Et puis peut-être, je dirais, la façon de se déshabiller réellement, c'est-à-dire de vivre nu et en même temps de réfléchir le monde avec d'autres critères que le critère habituel universitaire, finalement m'a amené à une chose formidable, c'est d'écrire ce livre. Voilà. Il y a des moments extraordinaires. Ça s'appelle California Dream. Vous avez bien compris qu'il faut absolument que vous le lisiez. Voyage chez les rêveurs d'avenir. Il y a eu un long silence sur mon livre parce qu'il est trop drôle et que je prends trop de plaisir, je crois. Donc aujourd'hui, ça se fait plus. Et donc, laissons passer les choses, elles reviendront, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ah ben, on va... merci Pascal. On va continuer et terminer la rencontre avec un essai, celui de Anthony Satin, Les Nomades, aux éditions Noir sur Blanc. Les Nomades, c'est sous-titré « Ces peuples en mouvement qui ont forgé nos civilisations ». On reviendra sur ce sous-titre, c'est important. Traduit par Virginie Bull, avec des illustrations de Sylvie Franquet. Anthony, vous êtes né à Londres, vous êtes écrivain, journaliste, spécialisé dans les récits de voyage, passionné par l'Afrique et le Moyen-Orient.
historien, on le voit bien là-dedans, membre de la Royal Geographic Society. Vos ouvrages ont tous connu un succès, paraît-il. C'est le premier qu'on découvre, enfin pour ma part, parce qu'il y en a d'autres qui ont été traduits, mais c'est le premier que je découvre. Il y en a un en particulier sur l'Égypte. Vous avez publié en français, a été traduit aux éditions Noir sur Blanc, Un hiver sur le Nil. Laurence d'Arabie, La jeunesse d'une légende, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on connaît le film évidemment, mais on ne connaît pas forcément voilà, la légende, l'histoire. Et puis ce livre-là, qui à sa parution a été nommé livre de l'année par le Spectator et meilleur livre d'histoire de l'année par le Sunday Times. Donc c'est pas rien. On va essayer de lui rendre hommage. Alors d'emblée, Anthony, on dirait que vous placez ce livre à la fois comme une recherche historique, hein, on parcourt les millénaires, et on va y venir sur des millénaires, mais aussi vous placez cette recherche historique dans une problématique très contemporaine, qui est celle des migrations d'aujourd'hui, des migrations forcées ou pas forcées. Et le sous-titre, il me semble que ça donne de suite là où vous vous placez, c'est-à-dire que il faut peut-être arrêter de penser que les nomades, c'est des peuples moins civilisés que les autres, dangereux, parce que, au fond, c'est eux qui ont créé notre société. Alors, est-ce que c'était vraiment le projet du livre de s'inscrire dans la question moderne des migrations? Firstly, I love the idea of Pascal's comment of the livre affiné. I think this is great. And this book is bien affiné. I've been working on it for all my life, since I was 19 when I had my first encounter with nomads. So it is a work of a lifetime. Oui, j'adore l'analogie entre un livre qui mature et un fromage qu'on affine. Alors celui-ci, mon livre, lui, il est affiné depuis un bon moment parce que finalement j'y réfléchis depuis l'âge de 19 ans quand j'ai rencontré des nomades pour la première fois. But I think books have their time as well. I mean, there are books that we have the idea to write. There are books we would like to write. There are books that we have to write. And this was a book that I had to write at this point, and partly because I don't think I could have written it, say 30 years ago. I wasn't a good enough writer. I mean, I didn't have enough experience in how to manage that sort of story. But also, now is the right time for this sort of book because we live in a time of extraordinary change. And particularly, it affects everything. But the writing of history now is completely transformed. Oui, il y a toutes sortes de livres. Il y a ceux dont on a l'intuition, il y a ceux qu'on aimerait écrire, et puis il y a ceux qu'on est forcé d'écrire, je crois. Et celui-ci, j'aurais pas pu l'écrire il y a 30 ans. J'avais pas l'expérience, j'étais pas un écrivain encore assez chevronné. Alors, et je pense que maintenant, c'est le moment où il fallait que je l'écrive, notamment parce que tout change autour de nous, évidemment, et ça a même un impact sur la façon dont l'histoire s'écrit, qui s'en trouve tout à fait chamboulée. So we've had, the history revised according to feminism, according to colonialism or decolonialism, and I was wondering, because I've had this idea for a long time of writing about nomads. I didn't know I was going to write a history. I mean, this is a history book, but I'm a storyteller, and I started out writing novels. I was tempted by the Sunday Times to go traveling, so then I got into writing about travel. My last two books were biographies. But now I've written what is clearly a history, and publishers hate this when you flip from one thing to another. But for me, they're all stories, and the reason why this book is important now is because nomads have something to tell us, and we're living in a moment where everything is changing, but particularly the climate. And the people who are in the forefront of feeling the change of the climate are nomads. Oui, je crois que l'histoire a été déjà réécrite, revisitée par le féminisme, le colonialisme, le décolonialisme. Et moi, au début, je ne pensais pas que j'allais écrire en fait un livre d'histoire. Finalement, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires. J'ai écrit des romans, j'ai fait 2 biographies. Bon, puis en fait, je me suis mis à voyager sur l'invitation du Sunday Times. Et puis, donc, j'ai dit à mes éditeurs que j'allais écrire finalement un livre d'histoire. Alors, ils détestent ça. Quand on change de format en cours de route, ils en ont absolument horreur. Mais bon, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je l'écrive, notamment
notamment parce que les nomades ont beaucoup de choses à nous dire, notamment aujourd'hui où le climat se détraque et ils se retrouvent en fait aux avant-postes de ce bouleversement. Vous parlez tout à l'heure de votre première expérience avec les nomades. Quel est le peuple nomade que vous avez rencontré en premier? Well, I first met the Bedouin in what's now Egypt, what was then occupied by Israel, in the Sinai Desert. And I had been told, because I had come from the north, from Israel, watch out for the Bedouin because they're going to steal from you. You know, and so there was this. I was there with one friend and sleeping out. You know, we slept outside. We had sleeping bags, but no tents. And we were, you know, where do we keep our money and our passport? Do we put it at the bottom of a sleeping bag? No, because we were told they'll cut the bottom of your sleeping bag. So in the end, we ended up sleeping with our money and our passports down inside our underwear. Les premiers nomades que j'ai rencontrés étaient les Bédouins qui vivaient dans ce qui était à l'époque le Sinaï occupé par Israël et aujourd'hui c'est l'Égypte. Et on m'avait dit attention, tu viens du nord, attention aux Bédouins, ils vont vous faucher tout ce que vous avez. Et donc on ne savait pas, notamment puisqu'on dormait à la Belle Étoile, où mettre ce qu'on avait de valeur, c'est-à-dire notre argent et nos passeports. On dit au fond du sac de couchage, mais ça ne va pas aller non plus parce qu'ils vont découper, ils vont nous piquer tout ça. Donc finalement on a mis ça dans nos culottes justement. Il est fantastique, non? C'est incroyable. Quel métier. Vraiment. But it was completely different, my experience, because in the end it was the Bedouin who helped us. We had arrived with a couple of baguettes and a pot of Nutella and a few bottles of water, but you know, after a few days we were in trouble, and it was the Bedouin who helped us, who gave us food, who showed, you know, who took us walking into the hills, and anyway, so that was my first experience. Et en fait, c'est les Bédouins qui nous ont sauvé la mise, parce que nous, on a débarqué avec 2-3 baguettes, un peu de Nutella, quelques bouteilles d'eau. Au bout d'un moment, on n'avait plus rien. Et c'est évidemment les Bédouins qui nous ont apporté de la nourriture et qui nous ont aidés à survivre et à survivre dans ces collines hostiles. Alors, le livre est construit en quelques grandes parties. Hein. Il y a des grandes aires, je dirais, que vous mettez en avant. Il y a le temps de l'équilibre. Ça commence par ça, c'est-à-dire l'équilibre finalement entre les peuples qui sont ceux qui circulent et puis ceux qui sont plutôt stationnaires. Il y a le temps des empires. Là, c'est l'expansion, qui est finalement un grand temps de nomadisme. Alors là, vous vous intéressez surtout à l'Asie, l'Europe et l'Asie, je dirais, cette partie-là, même si dans le livre, il y a aussi question d'Afrique, il y a aussi question d'Amérique du Nord et du Sud. Et puis, il y a une troisième partie qui est intitulée Sauver ce qui peut l'être. Donc, on sent qu'il y a des changements, là, des bascules, des déséquilibres qui sont en train de se faire. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, alors on ne va pas refaire toute l'histoire parce que là c'est pas possible, mais justement pourquoi vous avez fait ce point de bascule dans la dernière partie pour montrer qu'il y a en quelque sorte un nouvel équilibre à trouver. Yeah, that's really interesting. No, I'm not going to tell the whole story. It's 12,000 years. So, c'est passionnant quand même. Hein. 12 000 ans. Non, on n'a pas le temps. But okay. First of all, to consume the material for 12,000 years of history and make it a story is you know, it's a lot of digestion. It's a lot of affiner. It takes a lot of letting things settle and trying to understand which parts are important. But I've started from the point where humans were all in motion, hunter-gatherers or nomads. 12,000 years ago, there were very, very few settlements. And I've ended, more or less today, when most people live settled lives. 50%, more than 50% now, live an urban existence. We live in an urban environment. And most of those people who live in urban environments have no connection at all. They have no outdoor space. Most people live in apartments. They have no connection with the land. And by 2050, it is predicted 75% of humans will be living in that sort of condition. And so you have these two different things.
Oui, je ne vais pas refaire 12 000 ans d'histoire, ça fait beaucoup à absorber, ça fait beaucoup à digérer, mais ce que je peux dire, c'est que je suis parti d'un moment dans l'histoire humaine où tous les humains étaient constamment en mouvement, les chasseurs-cueilleurs, et voilà, et finalement, si on déroule jusqu'au temps présent, aujourd'hui, plus de la moitié de la population vit dans un contexte urbain, dans un environnement urbain, et la majorité de ces gens-là, à leur tour, ont enfin, en général aucun point de contact avec la Terre, avec ce qui les entoure. On pense que en 2050, ce sera plus de 75%. And yet, well, we live in a time where, I mean, you mentioned the word nomad to most people, and they have a romantic vision of an easy, restless life. You know, no cares in the world, you wander from place to place. And nomadism has never been like that. And at the same time, you have the reality for nomads, which is borders closing. For instance, there were the tribes that I know who were moving between Jordan and Saudi Arabia have, in the last 5 years, there's no land border, there's no wall or barrier between those two countries. It's desert, but they can't move. And the ones who used to move up from Jordan into Syria can't move either. So you have a tradition that is at least recorded for at least 2,000 years of these tribes moving up and down that has stopped. And that's just one of many, many ways in which nomads are now facing difficulties. Quand on pense nomade, on pense souvent que c'est des gens qui se promènent comme ça de manière un peu évaporée, sans aucun souci, mais en fait c'est vraiment une vision déformée et romantique. En fait non, la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est une vie difficile encore et que c'est une vie de plus en plus contrainte. Les nomades ne peuvent plus circuler là où ils circulent depuis pourtant 2000 ans. Par exemple, entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de frontières matérialisées, il n'y a qu'un désert, mais ils ne peuvent plus passer. Ils ne peuvent plus passer non plus de la Jordanie en Syrie, par exemple. C'est terminé, les frontières se ferment. Yeah, and I won't go on about the other, well, maybe I will, but later, about the other difficulties that nomads are having. But at the same time, there is this romance, and it's partly an anxiety on the part of settled people about where we're going to, and this loss of contact with that sort of other life, with our first life, because, as I said, we were all nomads at one point. And it's also perhaps a recognition that the world that we know, the civilization that we live in, generated by the Age of Enlightenment, made possible by the Industrial Revolution, is coming to a full circle. And we all have a sense that things are changing, and we're going somewhere else, and we don't know where. And it seems to me that I and a lot of other people have the idea the most successful mode of living that humans have ever evolved is nomadism or hunter-gathering. You know, we've had great empires, the Egyptians, 3,000 years, but there were nomads and hunter-gatherers 11,500 years ago, and they are still with us today. And their numbers have remained pretty stable. You know, the proportion is small, but the number of nomads on the planet has been relatively stable and remains so to this day. So they have a lot that they can teach us. Oui, en fait, peut-être que le fait que les sédentaires, eux, rejettent ces tribus nomades, en fait, dit quelque chose de leur perte de contact avec l'environnement qui les entoure. Il ne faut pas oublier qu'on a tous été nomades à un moment ou un autre. Et je crois que cette civilisation qui a été enfantée par les Lumières, qui a été enfantée par la Révolution industrielle, on voit que finalement c'est un cycle qui se termine et on voit qu'on va se diriger vers une autre chose, vers un ailleurs. Et j'ai cette intuition que je partage avec beaucoup de gens que peut-être le mode de vie qui est finalement qui réussit le plus à l'humanité, c'est le mode de vie du nomadisme, c'est le mode de vie des chasseurs-cueilleurs. L'Empire égyptien, par exemple, a duré 3000 ans, mais les chasseurs-cueilleurs, eux, ils sont là depuis 11 500 ans. Et leur nombre, en fait, le nombre des nomades dans le monde est assez stable. Alors évidemment, en proportion, il décline, mais en chiffre absolu, c'est à peu près toujours le même. On est obligé de s'arrêter au début de ce voyage. En tout cas, c'est plein d'histoires. Voilà, Anthony Satine nous raconte beaucoup d'histoires et nous donne envie, non pas de forcément reprendre son cheval et d'aller être nomade, mais en tout cas de s'intéresser à toutes ces histoires et ces peuples.
et de s'interroger effectivement sur ce retour à un autre état de nature. Alors, on va rappeler les livres dont nous avons parlé sur ce plateau. Pascal Diby, California Dream, Voyage chez les rêveurs d'avenir, paru chez Métellier. Et comme tu as travaillé plus que moi, c'est toi qui as 2 livres. Grégoire de Menac, Refuge au crépuscule, aux éditions Christian Bourgois. Et puis Anthony Satine, Les Nomades, ces peuples en mouvement qui ont forgé nos civilisations, aux éditions Noir sur Blanc. Alors je crois en plus que vous allez vous retrouver pour un dialogue demain tous les deux. Ça, je ne sais pas à quel endroit, mais ça va être formidable. Tu te souviens de l'endroit où c'est? Oui, dans le grand amphi. Là. Ah, à l'auditorium. À l'auditorium. D'accord. Bon, ça va être sûrement un très très beau moment. Et merci Guillaume pour la traduction. Et voilà. Merci beaucoup Guillaume pour la traduction. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce plateau.